Retour dans cette émission pour la seconde partie. Nous allons parler maintenant de l'inondation qui se produit à Lomé ces derniers temps, ces temps de pluie. Mais avant de parler de l'inondation, Joël, Ferdinand vient de lancer le débat tout à l'heure. Des gens qui sont délogés tout un village, un individu se présente, il dit qu'il a acheté tout le village et on déloge les gens. La semaine dernière, ou bien jeudi, plus précisément, on a vécu ça à Toplakopé dans le Capé Centre, où les forces de l'ordre étaient rentrées dans les chambres des gens, ils ont saccagé les choses, ils ont pris même de l'argent, des fortes sommes d'argent des pauvres femmes. Hein? Joël, vous avez appris ça? Ils ont même volé la dîme de l'église. Oui. Ouais. Ils ont volé l'argent de l'église. Ils sont rentrés dans l'église, ils ont pris la dîme. Oui, mais je vous ai dit que j'ai l'impression que la nature veut laisser ceux-là qui se croient hyper puissants franchir une ligne rouge pour qu'elles-mêmes leur répondent. Parce qu'aujourd'hui, de toutes les façons, l'humain togolais, le citoyen togolais, et à ce jour-ci, il n'est pas encore debout. Il a encore son mouvement, il est assis là, il ne dit rien. Et sinon, comment est-ce qu'il rentre dans un village comme ça, un village qui est fait organiser, il y a un chef. C'est là où vous allez comprendre que, comme Ferdinand le dit, la mafia s'est levée très tôt pour tisser cette tentacule. Les chefs qui le nomment, c'est le pouvoir politique qui le nomme. Il est inféodé à 100% au pouvoir politique. Les gens, ce pouvoir a fait émission même dans les us et coutumes pour tordre les coups aux valeurs, pour installer celui qu'il veut. La société civile, c'est dans ce genre de choses, c'est la société civile qui se lève. La société civile, elle est noyautée, on n'a pas de société civile. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait? L'homme en treillis, on n'a même plus de respect pour le treillis, parce que vous ne soyez pas étonnés qu'on vous dise que ceux qui sont venus, ils sont en treillis, mais peut-être ce ne sont pas des forces de l'ordre. Puisque même ils disent, dans une dernière descente là, dans les quartiers qu'ils ont retrouvé les tenues des militaires dans les maisons des gros bras qu'ils ont ramassés en effectivement. Un gros bras qui entretenait même une armée. Ouais. Il avait tous les arsenaux, il avait des portelettes, etc. Donc ne soyez pas étonnés qu'on vous dise que ce ne sont pas des forces de l'ordre, ce ne sont pas des gens reconnus par l'armée qui ont fait cela. Je ne suis pas en train de leur servir un alibi pour qu'ils sortent dans les jours à venir communiquer pour nous dire que non. Oui, mais on se connaît. On se connaît pour dire non, effectivement, que ceux qui sont allés, c'est des bandits, des éléments contrôlés. C'est pas que les enquêtes sont en cours. Et que les enquêtes sont en cours. Alors vous voyez, c'est-à-dire on a franchi carrément le Rubicon où il y a tout, c'est-à-dire au nom de l'armée, on fait tout. On fait du gangstérisme, on fait des braquages, on fait tout et rien. On va voler même à visage découvert, et parce que c'est l'armée, c'est l'impunité totale, et voilà. Donc ceux-là qui sont à la tête, à un moment donné, dans ton fauteuil, il faut te poser des questions. Quel pays je suis en train de léguer? Mais les gens pensent qu'en ce moment-là, et que peut-être ils vont envoyer leurs enfants en Europe et ils ne seront pas tributaires de ce qu'ils sont semés. C'est faux. C'est faux. Ça, c'est de l'inconscience. C'est-à-dire que c'est un raisonnement vil que de rester dans cette posture. Quand, par exemple, à la porte d'entrée du pays, vous voyez des hommes entrés qui raquettent ceux qui viennent. On parlait un cas la dernière fois où des Togolais de la diaspora, vous dites, vous avez un ministère qui s'occupe de la diaspora. Les gens veulent ramener des matériels. On ouvre le matériel. Les marchandises, tout ça. Les marchandises, le gars dit, moi je veux ça. Je veux ceci. De l'hôtel. C'est-à-dire qu'il s'arroge le droit. C'est de compter les choses, de compter les valeurs, voilà, pour faire les dédouanements. Il vient, il dit, moi je veux ça, moi je veux ceci, moi je veux ceci. Tu ne le donnes pas, alors tu ne passes pas. Ouais. Ou bien, il te flanque une amende, il te flanque une imposition des plus surréalistes. Voilà comment le pays est devenu, c'est-à-dire que la mafia étant cette tentacule, elle a créé des enfants, elle est aujourd'hui à l'étape des petits-enfants. C'est métastase. Elle est métastasée, les gens sont partout. Elle est métastasée. Et quand on parle de nos frères de la diaspora. Non, pas de la diaspora, de Gapé. Ils sont allés déloger. Il y a quand même un code foncier. Vous voyez,
C'est aussi ça, et c'est pire même que la matière, parce qu'ils font semblant de créer des lois. Il y a le code foncier qui interdit aujourd'hui que personne ne peut avoir un certain niveau d'acquisition de parcelles données. À côté de ça, on envoie déloger. Il y avait le cas de Bamakopé. Il n'est pas encore fini. Il y a le cas de Bamakopé, il y a le cas de Davier. Où un individu à qui on a donné juste 3 hectares, il se prévaut, une dame qui se prévaut, personne n'a aujourd'hui, elle se prévaut d'avoir près de 3000 hectares. 3000 hectares, où elle prend des gens, même des frères des soeurs du chef de l'État, qui après se sont rendus compte que, attends, cette histoire, au moins, la dame, elle a eu peur de elle sait que la nature a ses raisons, donc elle s'est retractée. Mais il y a les avocats qui sont mis dedans. Il y a des avocats, il y a même la Caisse nationale de sécurité sociale qui s'est arrogée des hectares. Mais les gens courent derrière le matériel. À un moment donné, il faut comprendre qu'ils ont un manque. Quand tu cours de façon obstinée derrière le matériel, il y a quelque chose qui te manque. Et là, il faut savoir s'arrêter pour se dire, mais attends, où je vais? Parce que le matériel n'a jamais remplacé l'humain. Le matériel n'a jamais remplacé les valeurs. Alors, si tu as perdu les 4 points cardinaux, tu n'as plus de repères, il faut à un moment donné s'arrêter, chercher une boussole pour voir en fait l'humain, l'humain doit aller vers où? C'est quoi en fait l'existence humaine? Et vous courez derrière le matériel, vous tordez, regardez ces vieilles dames qu'on a vues. Les images sont tellement poignantes et on dit qu'un individu s'est levé, il dit qu'il a acheté tout un village. Et ça ne dérange personne, l'État ne dit rien, la société civile ne dit rien, et même le chef de village il ne dit rien, et personne ne dit rien. Et bon, on avance. Ça ne saurait continuer éternellement. C'est-à-dire qu'il y a une loi, forcément, il y a une dynamique qui viendra les faire repousser, enfin les ramener dans la logique des dispositions que tu as données à la vie. Merci beaucoup, Joël. Oui, non, je pense qu'on assiste à un délitement total de la société, du pays. Et ça n'inquiète personne, où les gens font semblant de ne pas voir. Et tout le monde se dit, bon, c'est un mouvement d'ensemble, bon, je vais suivre l'alignement, je prends ma part, et puis bon, je me casse. Or, c'est un pays qui est en train de sombrer. Et c'est cette conception minimaliste, qu'il faut aujourd'hui décaper. Exactement. Il faut le combattre. Nous sommes en train d'aller de la lumière vers l'obscurité. Ça, c'est la trajectoire du Togo, ça. On est en train d'aller de la lumière vers l'obscurité. Et tous les jours, il y a des éléments pour apprécier ça. Quand vous avez des hôpitaux, dès qu'il n'y a eu plus, et que tous les bâtiments qui doivent servir d'hospitalisation sont noyés, alors qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas ça. C'est comme on est en train de reculer, ou bien. C'est pas quand vous avez des quartiers, c'est quand on a chuté. Quand vous avez des quartiers qui n'étaient pas inondés avant, qui sont aujourd'hui à la moindre pluie inondés, c'est qu'on est en train de reculer. Si vous avez des individus qui sont organisés en bandes, des gangsters, qui rentrent dans les maisons, dans les villages, qui dépossèdent les gens de leurs biens, en fabriquant des papiers à la justice, c'est comme nous sommes en train d'aller de la lumière vers l'obscurité. Le seul endroit aujourd'hui au Togo où tu peux acheter un terrain, si tu as les moyens, et que tu n'auras aucun problème, c'est la caisse, la cité où il y a la cité Millennium. C'est là où il y a la minorité. Non mais Ferdinand, ne sois pas étonné. Tel que ça se passe à l'extérieur, ça va rentrer bientôt à la caisse. Ça va rentrer à la caisse parce que eux-mêmes, c'est un club de véreux qui s'est réuni là-bas. C'est-à-dire que ceux qui cautionnent la bêtise à l'extérieur, ils sont là à la caisse. Et une fois qu'ils auront fini de narguer le bas peuple, ils vont commencer par jeter leur dévolu sur leurs voisins. Donc tu vois que... Parce que c'est l'envie, c'est-à-dire que le dénominateur commun, ce dont ils s'alimentent au jour le jour, c'est l'envie. C'est la capacité de nuire. Je te laisse continuer. Le seul endroit aujourd'hui, à Lomé, où tu peux avoir un bien foncier, immeuble, tout ça, et que tu peux dormir, c'est cité Ouya, Caisse, cité du Millénium, et cité de Renaissance qu'on est en train de construire avec des villas de 1 milliard. C'est le seul endroit. Les cités. Ouais, la cité de la minorité. La cité de la minorité. Mais tout le reste là, vous n'êtes à l'abri de rien. Vous êtes dans l'incertitude. Il n'y a aucune garantie. Vous achetez un terrain aujourd'hui, vous construisez une maison, demain un kidam apparaît. Avec un axe de justice fabriqué, derrière lui, des gros bras, pose les lunettes noires, avec un soldat avec un fusil en bandoulière, vous venez vous dire que non, que
je ne sais pas, quelqu'un d'autre a fait quoi. Les gens font deux titres fonciers dans ce pays. Les gens fabriquent des titres fonciers dans ce pays pour aller déloger d'autres personnes. Donc, cette situation devait nous préoccuper tout le monde, parce qu'on est dans une insécurité totale, doublée de violence. Parce que les gens qu'on allait déloger dans ce village-là, on a fait usage de la violence contre eux. Violence morale, violence physique, violence psychologique. Et je ne sais plus quoi dire encore. Parce qu'on les a sortis en pleine saison pluvieuse, on a bousculé les gens, on a volé leurs biens, on a pris l'argent des gens, ils ont porté des tours. Dans un pays où il y a la puissance publique, il y a la loi, et personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Donc, voilà comment le pays fonctionne. Depuis un moment donné, il y a une catégorie de Togolais, et c'est eux qui sont devenus dominants dans le système. C'est eux qui tiennent les rênes du pouvoir dans le système. Eux ne réfléchissent pas en bien pour le pays. Non. Eux, ils réfléchissent comment détruire. C'est ce que je disais tantôt. Comment détruire les Togolais. Leur tasse maximale, c'est ça. Comment détruire des compatriotes. Bon, Joël là, bon, lui là, il commence par gonfler. Bon, ces activités-là, même il fait comment? On va le détruire. C'est ça. Demain matin, on lui envoie un redressement fiscal ciblé. On détruit son entreprise. Le lendemain, on fait ceci. Ils sont en train de tuer les entrepreneurs togolais. Les mêmes qui disent sur les médias que non, il faut l'entrepreneuriat, ils sont en train de tuer tous les jeunes togolais qui sont en train d'entreprendre parce qu'ils ne veulent pas que les gens aient de l'argent dans le pays. Parce que dans leur conception, quelqu'un a dit qu'on a volé son projet et que le conseil qu'on a donné au système, c'est qu'il ne faut pas laisser les Togolais s'enrichir, il faut les appauvrir pour les dominer. Effectivement. Et cette logique-là existe. C'est-à-dire quoi? Il faut appauvrir les gens dans tous les domaines. Même si vous êtes avec eux, quand on n'est pas sûr de votre loyauté, un matin, on vous détruit. Donc, les gens sont là, on leur fait des redressements fiscaux ciblés, on détruit leur entreprise, ils sont obligés de fermer porte, de mettre la clé sur le paillasson, de repartir. Pendant ce temps, on fait venir des individus peu recommandables, des bandits de grand chemin, indiens, chinois, israéliens, tout ça. Les moins recommandables. C'est ça. En business. Les gars, oui, les gars moins recommandables dans le monde. On vient ici les présenter comme des investisseurs. L'État devient leur garant. Ils prennent de l'argent dans les banques. L'argent qu'on refuse de donner aux Togolais, l'État les cautionne. On prend l'argent dans les banques. Les gars font la fête. Ils sont dans les jets privés. Ils font les voyages. Comme toute la propagande qu'ils sont en train de faire à Téticopé là. C'est les mêmes Indiens. C'est le même système. Je ne sais pas si vous comprenez. Pendant qu'on est en train de tuer les Togolais, pendant qu'on est en train de tuer l'entrepreneuriat togolais, on est en train de promouvoir ces expatriés là, qui sont la plupart des bandits de grand chemin. On crée une société, on leur donne. Les vraies propriétés sont derrière. Le gars lui bombe le torse que c'est lui, il est investisseur. Il se partage les dividendes pendant qu'on tue les Togolais. C'est comme ça que nous avons perdu le contrôle du grand marché. C'est comme ça que nous avons perdu le contrôle du grand marché. C'est devenu le marché excusez-moi, des expatriés nigériens qui font la loi, et des Libanais qui font la loi, qui écrasent nos soeurs, nos mamans. Et la logique, on la connaît. Depuis que le marché a brûlé, dont on ne connaît pas les vrais auteurs, on n'a jamais reconstruit le marché. C'est sciemment qu'on a fait ce choix de ne pas reconstruire le marché pour que les gens qui occupent les lieux puissent reprendre leurs activités. Donc vous voyez, et donc on ne peut pas comprendre que le Togolais est devenu si méchant, si cynique, pour chaque jour qu'il dort, élaborer des plans machiavéliques. Non, mais ne dis pas le Togolais. Il y a une race de Togolais. Oui, non, mais c'est ce que je dis. Bon, il y a une race de Togolais. Oui, il y a un petit groupe là. Un petit groupe. Et c'est ces gens-là qui sont les vrais conseillers du pouvoir. C'est eux qui sont écoutés dans le pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Même si vous êtes avec eux, il y a des gens qui se sont amusés. Qui se sont amusés, qui sont rentrés dans une île, qui ont commencé par travailler avec eux, qui ont gagné de l'argent, qui ont commencé par faire du boucan. Ici, ils faisaient leurs petits numéros, tout ça, ils faisaient la fête chaque week-end. On leur a parlé 2-3 redressements fiscaux. Ils ont fermé porte. Oui, à défaut de les éliminer physiquement. Donc, parce que ça aussi, il faut qu'on en parle. À défaut de les éliminer physiquement, ce système-là, on leur colle le redressement fiscal. Ce système-là est réfléchi, conçu et élaboré en le calquant sur le système chinois. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas pour rien que UNIR a pour partenaire le Parti communiste chinois. Aujourd'hui, qu'est-ce que Xi Jinping fait? Il détruit tous les milliardaires chinois. Pour que ces gens-là, une fois
la fortune acquise n'est pas des ambitions politiques. Il est passé où Jacques Ma? Effectivement. Ils l'ont détruit. Ali Baba, ils ont détricoté son entreprise. Ils l'ont même arrêté pour aller lui faire une rééducation, c'est pas psychologique, il a disparu. Il y a d'autres milliardaires en Chine qui ont disparu. C'était fui aujourd'hui même la Chine, les milliardaires, pour aller se réfugier aux États-Unis, pour ceux qui ont la chance. D'autres, on invente les histoires de corruption, et puis on les condamne à mort, on les fusille. Et des fois, on les pend. Oui. On les pend publiquement. Vous savez, comme en Corée. Comme en Corée du Nord. Et rappelons-nous que, mais après avoir mis le PCC, le Parti communiste, sous son contrôle, il a déverrouillé le mandat. Exactement. Il a déverrouillé le mandat. Il a ramené la Chine en arrière. Il a déverrouillé le mandat. Et c'est le même système qui est appliqué ici. Les gens réfléchissent pour le faire. Tous les Togolais doivent être pauvres. Seul le chef et quelques amis doivent avoir de l'argent. Comme ça, le chef est tranquille. Il sait que personne ne lui fera. Je sais pas, personne ne va le déranger en termes de conquête de son pouvoir. Et ça recule, ça fait reculer le pays. Regardez le visage du Togo. C'est un pays malheureux. C'est un pays à visage déconfiguré. On dirait même que le Togo a traversé une longue période de guerre. L'image que le Togo affiche aujourd'hui est plus délabrée que des pays qui sont sortis de la guerre. Je ne sais pas si vous voyez. Et ça ne dit rien à personne. Et donc, autant que nous sommes individus de la basse classe, individus de la moyenne classe, si elle existe, individus de la haute classe, pour ceux qui pensent qu'ils sont au-dessus de la loi, nous sommes tous en insécurité. Parce que vous ne savez pas quand est-ce que cette histoire-là va vous rattraper. Effectivement. Vous ne savez pas quand est-ce que cette histoire-là va vous rattraper. Si les gens qui sont au cœur du système chinois ont eux-mêmes payé, ont fait les frais de cette politique-là, et qu'on calque le même système ici, les gens doivent comprendre que au Togo, si tu as l'argent, il faut même porter les tapettes pour sortir. Il faut te cacher. Il faut essayer de manger sobrement pour qu'on ne dise pas que tu as de l'argent. Parce que tous les comptes bancaires sont scrutés. Au nom aujourd'hui de la loi contre le terrorisme, tout ça, on suit les gens. Et quand vous commencez pas à avoir beaucoup d'argent, on vous convoque pour vous demander, mais ça vient d'où? Est-ce que vous avez ces fonds? Tout. C'est ce qui fait que même nos frères de la diaspora, qui ont même des partenaires, des investisseurs qui ont des projets, n'arrivent pas à prospérer au Togo. Nous, quand même, nous sommes en politique. Il faut que les gens comprennent. Nous, quand même, nous sommes en politique. Nous, on sort business, si ça doit te générer des milliards, si on n'est pas sûr de ton allégeance au système, jusqu'au bout des ongles, tu ne feras rien ici. Ou soit, ils vont te laisser commencer et ils vont détruire tout. Oui, tu vas repartir en pleurant. Donc les gens doivent comprendre que c'est tout le système qui doit changer pour qu'on libère les énergies, pour que les Togolais puissent entreprendre tranquillement. Quand vous allez au Burkina, les gens font les affaires. Ce n'est pas les Burkinabés qui sont en train de prendre toutes les économies. C'est Faso-là qui construit la cimenterie. À qui on a donné des permis pour prendre des marbres un peu partout. C'est Kanazo. Et bon, ceux qui font les routes, il y a d'autres Burkinabés qui sont ici. Comment ils sont arrivés? Ils sont arrivés avec la caution de l'État. Qui sont les capitaines d'industrie togolaises? Aucunement. On dit souvent que quand Obama ou bien Macron voyage, son avion est rempli des gens de Bouygues, de Bolloré, tout ça. Au Togo là, c'est qui les capitaines d'industrie? Les Togolais, je veux parler, c'est qui les capitaines d'industrie? Il n'y en a pas. Il faut qu'on le dise, le seul qu'on acquiert au soir de sa vie, on cherche même comment le démonter. Ouais. On cherche même comment aujourd'hui terminer l'image de Jondo qui s'est réalisé à bout avec lui-même son génie, etc. On cherche même à le démonter indirectement. Mais je ne sais pas pourquoi ces gens-là, ils aiment toujours préférer. Mais le ridicule, l'ironie, c'est que l'étranger ne t'accompagnera jamais, enfin l'étranger ne te rendra jamais compte fidèlement. Et l'étranger, tu ne peux pas le poursuivre. Parce que ceux qui choisissent là, les Indiens, quel Indien? Oui, et puis justement, quel Indien? Et puis tu vas le poursuivre où? Tu le poursuis où? Le Libanais, tu le poursuis où? Je donne un exemple. Qui? Je donne un exemple. Non, c'est... monsieur, soi-disant quoi, Pérez, Préfaco. On a vu. Effectivement. À la plage là, on a lancé que hôtel 5 étoiles, machin. On a débloqué au moins 70 millions pour faire le lancement. Le champagne a coulé à flot. L'État a cautionné ce monsieur qui a pris de l'argent dans les banques ici, BOAD, tout ça.
Et depuis, il a disparu, ça fait presque 10 ans maintenant. Le chantier est en abandon là-bas sur, au bord de mer. Au bord de mer, à côté de ça. Alors qu'il y avait un autre projet avant, qu'on appelait la résidence des cocotiers, qui aussi a connu quelques déboires, le promoteur a fui, pendant que, voilà. Donc, c'est l'État maintenant qui était garant à la BOAD pour ce blanc mafieux-là, qui doit maintenant payer la garantie. Donc, voilà comment le système fonctionne. Mais quand ce type-là a pris l'argent, comment ils se sont partagés ça? Parce que celui-là fui à laisser le chantier. C'est que les coupeurs de route ont pris sur le chemin. Et lui, il s'est retrouvé avec la portion congrue. Et il s'est dit, mais bon, écoutez, moi je fais quoi avec tout ça? Moi je vais gagner quelque chose. Il a laissé le chantier. Et ça, c'est le Togo. C'est un moment. Et donc, comment est-ce qu'on peut avoir des dirigeants qui manquent autant de patriotisme? Parce qu'en fait, quand on le dit, on n'est pas contre quelqu'un. Nous sommes fiers de notre pays, nous voulons voir un pays se développer, un pays beau, un pays bien organisé, où quand les gens viennent aussi, ils disent, oh le Togo, c'est quelque chose. Nous voulons voir nos propres frères aussi faire les affaires, se développer, être cautionnés par le régime pour que les gens puissent faire les affaires. C'est pour cela que je dis, ceux qui se disent toujours, moi la politique ne me concerne pas, je ne sais rien, je ne vais pas me mêler, laisser les politiciens. Vous pouvez faire n'importe quoi. C'est révolu ça. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Le jour où vous décidez de rentrer au Togo là, pour faire même une ferme agricole là. Si on n'est pas sûr de qui vous êtes là, vous ne irez nulle part. Une chose est certaine, quand vous descendez dans votre village, que ce soit Bamako, Toblako, je ne sais pas où là, le jour que vous descendez dans le village là, il y a déjà un agent de renseignement qui vous suit. Parce que les brigades sont là pour ça. On fait un rapport le soir, on dit tel jour, telle heure, telle voiture, tel numéro de voiture est arrivé sur le chef de village, on a tourné, on a vu, pourquoi on a vu le chef, on sonde, on dit, ah c'est pour venir faire peut-être un forage. On va dire, ah bon, est-ce qu'il est avec nous? Pourquoi il veut faire le forage? Est-ce qu'il a des intentions? Ce rapport est rapidement remonté au haut lieu. Et puis on vous suit. Si demain votre projet, on sent une menace, ou bien on voit que vous n'êtes pas quelqu'un d'aligné, vous allez voir un kidam qui va bloquer le projet dans votre localité, et vous allez repartir les mêmes bredouilles. Donc les Togolais doivent, comme on le dit dans le langage des jeunes sciencés, pour comprendre que c'est tout le pays qui est en délitement. Et nous avons besoin d'un sursaut pour sauver notre pays. C'est notre pays, nous n'avons pas deux. Nous ne pouvons pas laisser notre pays être envahi par tous les individus véreux de la terre qui viennent ici sous le couvert des hommes d'affaires, piller nos ressources, pendant que nos frères sont réduits à des immigrants et qui font des accidents tous les jours et qui meurent. Pendant que nous n'avons pas de moyens pour vivre, pendant que quand une seule personne travaille dans une famille, il nourrit 4 ou 5 personnes. 4 ou 5 personnes. C'est ça le problème au Togo. Quand une seule personne travaille dans une famille, il faut parler en termes de dizaines. Il nourrit 4 ou 5 personnes qui ne travaillent pas, parce qu'ils n'ont pas de boulot. Et donc les charges sont partagées. Et donc c'est ce que je dis, les gens ne vivent plus, les gens survivent. Et tout le monde sait le poids qui pèse sur la diaspora. Tous ceux qui sont au pays qui ne travaillent pas, les vieux, les vieilles, ceux qui ont les enfants qui sont partis, ils sont devenus aujourd'hui leurs sauveurs. Quelqu'un a chanté en disant et alors c'est ça. Et donc on est dans une situation de ce genre. Mais on ne peut pas continuer comme ça, par notre lâcheté, par notre refus de nous contenter de petits trucs. La mentalité minimaliste. Oui, que non, ça va aller. Ou bien les gens disent oui, oh là Oumilo, on va faire ceci. Ou bien les gens disent oui, on a fait des gris-gris sur le pays. Quel gris-gris on a fait sur le pays? Certains sont lucides et d'autres ne sont pas lucides. Quel gris-gris on a fait sur le pays? Certains sont lucides et d'autres ne sont pas lucides. Le gris n'a pas marché sur toi, peut-être ça marche sur moi, tu ne sais pas. Peut-être ça marche sur moi, tu ne sais pas. Quel gris-gris on a fait sur le pays? Donc les Togolais doivent sortir de cette léthargie-là. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Tu sais, quand on parle de thérapie de choc là, tu vois que quand quelqu'un est dans une situation difficile, on l'amène rapidement aux urgences là, on lui applique, je ne sais pas, on met des appareils là pour le secouer, pour qu'il se réveille. Je ne sais pas si on envoie des appareils, des décharges sur lui, pour qu'il se réveille. Ce peuple a besoin de ça. Il faut que les gens comprennent que nous sommes en train de couler. Je répète, on va de la lumière vers l'obscurité. C'est ça qui justifie le fait qu'aujourd'hui, nous avons un pays, mais nous n'avons rien. Parce que quand il pleut là, chacun se débrouille pour acheter des bottes pour rentrer chez lui. Et ça aussi, en dehors du quartier de la minorité, c'est-à-dire la caisse
cité Oya, cité du Millénium, aucun quartier de Lomé n'est sécurisé en termes d'inondation. Quand il pleut, tout le monde est dans l'eau. Tout le monde est dedans. Tout le monde est dans l'eau. Même les rues où on a fait des goudrons, quoi, tout ça là, c'est juste quelques artères majeures. Mais pour sortir du goudron, aller à ton domicile, c'est dans l'eau. Il n'y a plus aucune capitale aujourd'hui en Afrique de l'Ouest qui a ce visage-là. Donc il faut qu'on se batte. Ça va nous coûter ce que ça va nous coûter, mais c'est pour notre pays et c'est pour nos enfants qu'on fait ça. Les gens ont dit oui, que moi j'ai déjà le minimum. Parce que le raisonnement du Togolais, c'est quoi? Moi j'ai une maison, et j'ai un petit compte en banque, j'ai mes économies. Bon, voilà, moi je me débrouille, ça va, je ne vais pas me mener des histoires là. Vous n'êtes pas sûr que vos enfants demain auront la même assurance. Même ce que tu as là, tu n'es pas sûr de le garder. Parce qu'il n'y a aucune garantie que demain on ne va pas te l'arracher. Donc il n'y a pas lieu de se contenter du peu. En disant oui, parce que c'est ça le Togolais. Et moi j'ai quoi? J'ai réussi à acheter une voiture, j'ai une maison sur un quart de l'eau, je suis à Bavi, je sais où il y a les quartiers. Maintenant on bien dit là. Oui, oui. Et bon, il dit bon, moi je suis tranquille, hein. Laissez vos histoires de politique là, moi je veux. Non! Non! Parce que le peu que vous avez là, demain on va vous l'arracher. Non mais Ferdinand, quand ils vont déplacer demain, le TP3. Nos frères de... Avant même d'arriver, nos frères nos soeurs de Gapé là, ils ne sont jamais mêlés de la politique. Oui, c'est ça. Ils ne sont jamais mêlés de la politique. Même quand on amène le débat politique, ils doivent être les premiers à rentrer dans le champ et dire non, je ne veux pas de problème. Ils sont unis. Oui, justement, ils vont dire qu'ils sont unis. Maintenant, le problème est venu les rejoindre dans leur chambre. Le problème est venu même leur arracher leur économie. C'est toute leur vie, on les a mis dehors. Demain, quand on parlera des affaires du pays, il faut qu'on comprenne que tout le monde doit avoir sa partition à jouer. Et Ferdinand parlait du cas de TP3. Ils vont déplacer. Ils sont nombreux là-bas, ils disent non, journaliste, on va améliorer le courage, il y a l'eau. Il y a un million, bon, c'est une question de courage, c'est une question de responsabilité. Non, c'est tout. C'est pas le courage. Ce n'est pas une question de courage, c'est une question de responsabilité. Le philosophe a dit il faut être un homme en situation. Il faut être un homme constamment en situation. Mais ce n'est pas parce que... Mais quand on parle de la politique, ce n'est pas un niveau... On ne demande pas un niveau de... un niveau d'instruction donné. Mais c'est des affaires de... Maintenant, quand on va déplacer le TP3, le transitaire, qui dit non, lui n'a pas le bac, il n'a que son EPC, il va faire des affaires. Ça va le concerner, oui ou non? Ça va le toucher, oui ou non? Le petit qui vient faire wara comme les Ivoiriens le disent là, qui vient faire wara là, ça va l'atteindre, oui ou non? Leur femme à la maison, leur commerce sera touché, oui ou non? Et quand tu croises les bras, tu dis non, Moukamou. Et c'est cette vilaine culture que nous avons au Togo. Dis non, on est plein. Oui, dis aussi. Quand le gars, tu discutes avec lui, après quand tu te déplaces, il te logne. Non, c'est normal, et ça va venir te rattraper là. Peut-être lui, celui qui en dénonce, parce que nous, on est résilients. On est conscient de l'état de l'équipement du pays, on n'attend pas grand-chose, on sait que tout peut se prendre. C'est économiquement, on sait. Nous, on est au moins conscient, on est en situation. Mais toi, tu n'es pas en situation, tu ne sais même pas le risque qui est sur ta tête. Et c'est quand on va imposer, qu'on va prendre des décisions, ça va t'impacter que tu vas te réveiller, mais tu t'es réveillé tard. Il faut que chacun dans son cercle, même dans ton cercle, dans ta famille, que tes enfants soient conscients de là où on mène le pays. Est-ce que nous avons une nation? Est-ce que nous avons un État? Il faut que tout le monde... Quelle est la direction que prend le pays? Quelle est la direction que prend le pays? Il faut que tout le monde soit conscient. Même l'enfant qui est sur le au primaire, c'est comme un enfant qui demandait, pendant que les élèves faisaient la grève, il demandait à son père que les gens sont venus les sortir de leur classe. Que eux, ils ont fait quoi? Et il y a son frère à côté qui dit, mais tu vas pas rien faire, mais le problème est venu la tête. Le problème est venu ta tête, toi-même à la classe. C'est ça. C'est ça. Et l'enfant demande, grève, c'est quoi? Et on lui a expliqué ce que c'est grève. Il était ébahi. Il dit, ah bon, donc quand tu n'es pas d'accord, il faut que tu réclames un terrain. Il dit, ah bon, il a secoué la tête. Ça veut dire que ça, ce sont les premiers éléments à remettre dans la main d'un citoyen. Quand tu n'es pas d'accord, et le courage de dire non, je ne suis pas d'accord. Quand tu ne comprends pas, demande pourquoi c'est comme ça. Il faut qu'on sorte de cette matrice, vilaine matrice qu'on a imposée depuis 90, où quand quelqu'un pose des questions, on dit non, lui c'est un opposant. Mais c'est avilissant, c'est tellement primaire, c'est tellement grégaire. Quand tu poses des questions, tu veux juste comprendre.
Tu fais des suggestions pour qu'on améliore. On dit non, lui, il se croit intelligent, il est trop orgueilleux, c'est un opposant. Mais c'est humain, c'est un raisonnement humain. Il faut qu'on sorte de cet art qu'on a créé et dans lequel tout le monde s'entretient. Comme on le dit, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'il y en a qui sont des appendices du système et que le système commence aujourd'hui par ronger eux-mêmes. Parce que vous allez dans ces services où les gens se font des guerres de promotion. Ils se tuent même. Ils se tuent. Oh, vous êtes tous arrivés là par militantisme. Si c'est que vous aviez raisonné, travaillé pour le mérite, est-ce qu'on prendrait le militantisme? Est-ce qu'on prendrait des liens familiaux pour dégommer celui-ci et mettre celui-là? Mais quand la vérité, elle est transversale, elle est impersonnelle, c'est de la même façon, c'est la même chose pour le bien aussi. Et le bon sens est la chose la mieux partagée par tous. Quand vous l'entretenez, quand vous le respectez, ben, le retour ne revient que vers vous. C'est vous qui tirez les premiers suicides. Mais il faut à un moment donné, comme la merde là, il faut qu'on se le mette dans l'esprit pour qu'on puisse avancer, plutôt que de cultiver le nivellement vers le bas, la compétition, la délation, tout ce qui est inhumain, tout ce qui n'a rien de bon sens. Oui, Ferdinand, tu l'as dit tout à l'heure, même je pose la question, tu te rappelles cette phrase, aujourd'hui, je peux dire que Lomé ne connaît plus d'inondation. Oh oui, je crois que c'est une interview qui a ressurgi là sur les réseaux sociaux. À l'époque, je pense que c'est en France, je ne sais pas où. Non, c'est en Allemagne, c'est en Allemagne. Fonia Sigba a été interrogé et puis il a dit, bon voilà, on a fait tellement d'investissements avec les partenaires et tout, on a fait des bassins de rétention et que Lomé aujourd'hui ne connaît plus d'inondation. Sauf que la réalité est tout autre. Et depuis ce temps-là, lorsqu'il pleut, toute la ville est sous l'eau. Toute la ville est sous l'eau. Les gens vous diront, oui, il pleut partout, il y a des inondations partout. Non, ce n'est pas la même chose. Il pleut partout. Quand il y a une grande pluie, il y a l'eau qui envahit les rues, mais l'eau part. Parce qu'il y a des canalisations. En 10, 5, 20 minutes, 30 minutes, il n'y a plus d'eau sur les voies. L'eau part. Vous allez dans les grands quartiers d'Accra, il pleut, les routes sont inondées, parce que les routes sont toujours peut-être en hauteur et tout. Et une fois que les canalisations... Et l'eau ne rentre pas dans les maisons. Oui, l'eau ne rentre pas dans les maisons. L'eau ne rentre pas dans les maisons. Un détail important. Oui, parce que c'est ce que les gens disent. Oui, quand on voit les images à la télé, il pleut partout et il y a les inondations partout. Non. Il y a l'eau qui envahit la ville, mais quelques minutes après, l'eau part. Chez nous, quand il pleut, ça devient une mare. Une mare où les grenouilles chantent bien. Ça fait un bon concert, dans les quartiers. Et les gens en ont jusqu'à une semaine, 2 semaines, avec de l'eau verdâtre un peu partout, avec toutes les maladies. Et tous les quartiers sont concernés. C'est ça le problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'il n'y a jamais eu de planification. Il n'y a jamais eu de planification, même si on a un ministère de la planification. Quand vous voyez la manière dont le pays est géré, il n'y a pas de planification. On se lève un matin, on dit bon, le terrain là, ça appartient à qui? On dit ah oui, c'est quelqu'un, dit non, bon, on va installer ici, je sais pas, on va mettre un service public ici. C'était pas planifié. Oui, parce qu'il n'y avait pas de réserve. Les réserves, oui, c'est pas planifié. On s'est arrogé les réserves nous-mêmes. C'est pas planifié. Donc du coup, la mafia qui est dans les BTP, que eux-mêmes ils ont créé, en donnant les marchés à leurs frères, à leurs amis, à leurs copines, qui sont devenus subitement des entrepreneurs et qui ont bâclé les travaux. Ça aussi, c'est... Certains travaux, parce qu'on n'en a pas fait énormément, le peu qu'on a eu à faire avec... quand le Togo a atteint le point d'achèvement et qu'il y a eu de l'argent en retour, qu'on a mis dans les BTP, on a donné ça à des amis, à des frères, on a cautionné, certains ils ont pris l'argent dans les banques qui n'arrivent pas aujourd'hui à rembourser, par exemple à l'UTB. Et ces gens-là, je sais pas, les commissions de nos ministres, aux officiers, c'est-à-dire aux coupeurs de route, selon les grades et les échelons, ont fait qu'il n'y avait plus d'argent pour faire de bonnes routes, pour faire de bons caniveaux, des caniveaux acceptables. Et donc on a bricolé les choses aujourd'hui, et donc on se retrouve à la case de départ, sinon pire qu'avant. Je n'ai jamais compris pourquoi
on a préféré une solution de rétention d'eau au cœur de la ville de Lomé qui crée plus de dégâts que des caniveaux de longue distance pour canaliser l'eau. Parce que Lomé en hauteur par rapport à la mer, même à la lagune d'abord, et à Zior, au fleuve Zior. Ça veut dire que si on avait des spécialistes, je ne veux pas dire des bêtises, de vrais spécialistes, ils peuvent nous démontrer comment est-ce qu'on peut canaliser l'eau pour aller par exemple dans le fleuve Zior, comment on peut canaliser l'eau pour aller dans la lagune et déverser le trop-plein de la lagune dans la mer ou dans le lac. Mais on n'a jamais rien fait de pareil. Alors on fait des rétentions d'eau au cœur des quartiers, on ne fait pas tellement d'études. Ça veut dire qu'on donne la rétention d'eau à un ingénieur BTP de creuser un trou. C'est-à-dire que dans un pays où on ne maîtrise pas la pluviométrie, on ne maîtrise pas le système je ne sais pas comment ils appellent ça, c'est pas hydraulique, mais hydrogéologique. On ne maîtrise rien, on n'a pas fait des études. On n'a pas fait des études avec des courbes sur 5 ans, 10 ans, pour savoir que pendant les 5 ans, 10 ans, à tel endroit, voilà la quantité réelle de pluie qui tombe. On se lève, on donne les machines à quelqu'un, dit creuse un trou, on fait une rétention d'eau. Après, de pluie, la rétention est débordée. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas eu une étude sérieuse pour faire cette rétention d'eau-là. Et les quartiers environnants de la rétention d'eau sont inondés, si ce n'est des jeunes qui sont noyés dans ces rétentions d'eau-là. Donc voilà comment on a dit, on va investir dans la rétention d'eau, mais on a créé des solutions, je dirais, aléatoires. On a fait du rafistolage et on a aggravé la situation plutôt que de le résoudre. Et au bout du compte, on se retrouve dans une capitale totalement désorganisée. Totalement désorganisée. Vous avez vu la dernière fois à Badago là, tout l'eau qui est venu de Dogbe à vous, tout ça là, on a vu dans les vidéos, l'eau qui est passée par le carrefour, qui a bloqué le carrefour et que des gens ne pouvaient même pas circuler. Or, derrière Dogbe à vous, il y a une rétention, je ne sais pas, c'est naturel entre les rails là, le triangle des rails là. Il y a une rétention bizarre, très sale qui est là-bas. Là où on est parti ramasser les moutons. Voilà, c'est là où ils ont pris les moutons là. Là où on est parti ramasser les moutons de la Pâque. Les moutons qui vont comme moi, ils ont pris. C'est la Pâque, c'est à la fin de l'année, non? Le Mecca de Salem, les moutons du Mecca. Les moutons du Mecca de Salem. C'est là où on est parti ramasser les moutons. Ramasser les moutons, mais Ferdinand, quand tu vois toute cette zone-là, c'est tout au coin, jusqu'à Agoué, c'est en hauteur. Oui, c'est en hauteur. Ça veut dire que c'est sur un plateau. C'est un plateau. Le comble, c'est que sur ce plateau, tu comptes une quinzaine de rétentions d'eau. Oui. On continue même d'en faire. On continue d'en créer. Je peux rapidement te la citer, hein, c'est-à-dire à part quand tu quittes le campus là. Ouais. Et même l'université a fait ça. Oui, imaginez ça. Attends, l'université de Lomé a fait ça. Non, je ne parle pas de le bassin qui fait campus plage là, au niveau de... Les gens appellent communément lac forêt plage. Entre les deux. Non, je parle du bassin d'eau qu'on a créé au cœur de l'université. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Au cœur de l'université. Oui. Tu sors là, derrière la clôture de l'université, au niveau de Kékamé. Oui. Il y a une rétention. Tu quittes là. Tu arrives déjà au niveau d'Agbalépé. Agbalépé, tu as une rétention d'eau. Tu as plusieurs, justement. Tu as plusieurs. On a 3 ou 4 là-bas. Tu vas vers Avédi. Tu as une rétention d'eau. Ça dit que Lomé est entouré de rétention d'eau, pendant que toute cette zone de la ville est en hauteur, c'est sur un plateau. Et ça veut dire que, comme Ferdinand dit, il suffit juste de canaliser et on déverse pas. Et puis quand vous faites la rétention d'eau, vous maîtrisez la pluviométrie, vous savez combien de millimètres de pluie vont tomber. Surtout que nous sommes en période de changement climatique. Vous ne maîtrisez pas. Mais pourquoi? À un moment donné, ils ne sont pas si cons. Ils le font en dessin. Ils le font en dessin. Pour pouvoir mettre en place d'autres projets après et prendre encore. Parce que c'est tout ça qui traduit que ils sont. Ça dit que le système qui est là, on parle de cinquantenaire, mais eux ils sont dans une vision centenaire. Ils ne sont pas prêts de céder quoi que ce soit. Raison pour laquelle ils s'appliquent aujourd'hui à contrôler tous les secteurs. Même quand tu rentres dans l'économie, dans le commerce, ils descendent dans tout et rien. C'est un dessin. C'est secrétaire de rétention d'eau. Même, par exemple, la rétention d'eau. Moi, je dis,
Comment est-ce qu'on a autant de rétention d'eau à Lomé et aujourd'hui le poisson Il faut rien. Il faut rien avec les rétentions d'eau. Oui, juste parce que... Il faut rien. Oui, parce que bon, mon cousin ne maîtrise pas l'art de développer cela. Donc, il faut ça peut créer des tétards, etc., des grenouilles. Même si nous ça ne me dérange pas. Même si nous dénonçons les rétentions d'eau, une fois qu'elles sont faites, on peut exploiter les rétentions d'eau. C'est ce que je dis. Il faut rien. C'est ce que je dis. Ça dit que quelle exploitation utile on fait. Vous avez de l'eau comme ça. Ouais. Et les denrées reviennent chères. Ouais. Sur le campus, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire de culture maraîchère sous le long de la lagune du campus là? On a quand même, on fait de la botanique. On forme déjà la botanique. Mais qu'est-ce que le campus produit? Même en termes d'élevage. Le machin de comment ils appellent ça avec le campus nord là. Et ils ont des enclos là-bas où tu vois c'est peut-être 2, 3 porcs que tu vois dedans et c'est fini. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais Rokoroko il fait du travail acceptable, mais c'est là où on va tirer la plus-value maintenant d'une université. C'est là où on va tirer la plus-value d'une université. On ne peut pas avoir autant d'eau, autant de que vous canalisez, enfin que vous retenez, et vous ne faites rien avec. Ça reste là, ça nuit, ça tue. C'est les enfants qui meurent dedans. Etc. Ça crée des moustiques. Et vous ne faites rien. Absolument rien avec. Ça nuit plus. C'est comme si on entretient l'eau pour narguer les gens. On entretient l'eau pour narguer les gens. Donc, tu vois le système d'inondation. Le fait que la ville est tout le temps sous l'eau, vous voyez que ça atteint maintenant les hôpitaux. Vous avez vu le CHU, Sylvain Olympio. Et il a fallu que les gens montent des vidéos des salles d'hospitalisation sous l'eau. Pour qu'on change le DG. Il était à la retraite depuis 2 ans. 2 ans ou 3 ans. 2 ans ou 3 ans, il était à la retraite depuis. Mais le système mafiosi là, l'a maintenu parce qu'on se dit bon, c'est un des nôtres, tout ça, il faut qu'il reste là-bas. Puis au Togo, les DG partent difficilement à la retraite. Ils sont même des criminels. On l'a laissé là-bas. Le clan qui avait intérêt à ce qu'il soit là-bas l'a maintenu contre vents et marées. Et puis un matin, parce qu'il y a eu des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, on l'enlève, maintenant on le signe son acte de départ, on envoie un autre militaire. Mais le militaire ne va pas faire le miracle. Parce que c'est pas lui qui construit les hôpitaux. Lui, c'est son administrateur. C'est l'État qui doit avoir une vision pour dire, mais le CHU Sylvain Olympio, comme on l'appelle. Et jusqu'à la fin du contrat, il cumule. Oui. Il cumule les deux CHU. C'est ça. Le CHU Sylvain Olympio, comme on l'appelle, construit dans les années 40, tout ça, et sur un site de l'ancien aéroport. C'est pour ça qu'on continue de l'appeler le CHU de Métaux et tout ça, puis c'était l'aéroport, le premier aérodrome et tout ça. Et ces vieillots, les bâtiments sont vétustes. Quand vous allez à l'intérieur du CHU Sylvain Olympio, quand vous enlevez les apports des Rotary Club, des je ne sais quoi, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et on vous dit que c'est le centre de référence. Mais écoute, il y a un souci. Tu sais, le président Kaboré, il est venu au pouvoir, il a fait 5 ans. Il avait des problèmes politiques à régler plus graves que le Togo. Il faut qu'on soit clair. Il avait plus de problèmes politiques à régler que le Togo. Il avait le terrorisme. Mais il a fait des réalisations énormes. Il a construit une nouvelle université. Il a fini. Ce n'est pas qu'on a construit et on dit on va compléter après. Au Togo là, l'université de Lomé là, on construit depuis 1900 combien? Oui. On n'a jamais fini. On n'a jamais fini. 108, je crois. Il n'y a même pas un plan. Il n'y a même pas un plan d'occupation de l'université. On décide demain de dégager les champs de manioc par ici, de mettre un bâtiment. Après demain, il faut dégager les champs de, je sais pas, de maïs ici, de mettre un bâtiment. Kaboré a construit une université. Et les bâtiments sont aussi épars. On l'a appelé Université Thomas Sankara. Il a construit des centres hospitaliers. Il a construit un centre de cancérologie. Avec sa femme qui est devant. Mais nous, on est à 16 ans de pouvoir, sinon 17. On n'a pas construit d'université. On n'a pas construit d'hôpital. On n'a pas construit je ne sais quoi. Oui, bon, on verra. Mais c'est pour la minorité. Dans la mare là-bas. C'est pour la minorité, mais on verra. Et puis c'est l'hôpital 5 étoiles qui veut construire. Oui. C'est pas pour vous. On n'a pas ça. On n'a pas fait ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, le pays recule. C'est ce que je dis, qu'on va de la lumière vers l'obscurité. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des images comme ça. Et vous voyez par exemple tous les DG qui sont là, les gens cumulent les postes depuis. On me racontait une histoire du DG de l'aéroport, comment on l'appelle déjà,
Salt, Anak, tout ça. Le colonel. Oh, qui est déjà à la retraite dans l'armée, mais qui cumule les deux postes. Et donc, il se retrouve dans une réunion, on invite le DG de la NAC et le DG de la SALT, qui est lui-même. C'est-à-dire que, il a dit on fait une réunion, on invite les deux DG, sans savoir que c'est lui-même. Tu vois, et il laisse même pas ses agents aller aux réunions. Et lui-même, il est à la SALT, il écrit à la NAC, et il va à la NAC, il reprend la SALT. Mais je t'assure, c'est-à-dire que lui-même, il écrit au DG. Il écrit, le DG de la SALT écrit au DG de la NAC. C'est la même personne, il écrit. Il retourne dans le bureau du DG de la NAC. Il répond au DG de la SALT. Vous voyez le Togo, vous voyez là où on est arrivé. Et vous voulez que dans ce pays-là, on ait des résultats. C'est la vérité. Vous voulez qu'on ait des résultats. Vous voulez qu'on ait des résultats. Vous voulez qu'on ait des résultats. Coupez, s'il vous plaît. Vous voulez qu'on ait des résultats. Il s'écrit sur le pont. Ils ont le pont.